Salut tout le monde, Daniel Richard, Centrale des Espoirs en compagnie d'Éric Leblanc. Salut Éric. Salut Dan. Tu étais au Minnesota pour le championnat mondial junior, donc tu as vu plusieurs des meilleurs joueurs à l'œuvre repêchés, mais Ouais. aussi certains qui vont se faire repêcher au mois de juin. Et je suis content de te parler aujourd'hui parce que mardi, la LNH a sorti via sa centrale de recrutement son classement de mi-saison des espoirs. Je ne sais pas pourquoi ils font une centrale pour les espoirs nord-américains et européens, mais c'est comme ça. Nord-américain, sans grande surprise, au premier rang, c'est Gavin McKenna. Je dis sans grande surprise parce que, bon, c'est un gros nom. C'est un nom qu'on Vraiment. surveille depuis ses débuts dans le junior. Il évolue dans la NCAA maintenant. J'ai l'impression qu'il est numéro 1, mais il est peut-être un petit peu moins, peut-être pas dans le classement nord-américain, mais en vue du Ouais. repêchage, il est peut-être un petit peu moins le numéro 1 qu'il l'était. C'est-tu les échos Ouais. que tu as eus aussi? Ouais, c'est certain. Faut pas être gêné de le dire. Là, l'écart s'est Ouais. rétréci. Puis là, c'était l'occasion de faire la comparaison vraiment Mhm. devant nos yeux. Gavin McKenna, c'était quand même très positif. Il devait démontrer, avec toute la pression qu'il a eu à Ouais. surmonter, qu'il était capable, dans sa classe d'âge, de vraiment se démarquer. Offensivement, il l'a fait. Tout Ouais, le ouais, monde a ouais. vu. Le gars, c'est un 14 points à magicien. sa match quand même. Ça reste assez extraordinaire. Ce que je dois dire, c'est que j'ai de la misère à comprendre pourquoi il n'enclenche pas la vitesse supérieure plus souvent. Quand Ouais. il devait le faire, à C'est certains pareil. moments dans les matchs, il le faisait et son patin est très bon. Ouais. Mais pourtant, il s'en sert pas aussi souvent qu'on peut voir, mettons, un McDavid le faire. Ouais. Moi, je sais pas, j'essaie de m'expliquer pourquoi un jeune comme lui qui a besoin de démontrer des choses tarde à utiliser son patin alors que c'est vraiment quand même une très On belle l'a vu force. en fin de match contre la Oui, c'est Tchéquie. Je me ça. souviens à un moment où il venait de sortir du banc des pénalités, en Mm. fait. Puis tu l'as vu, là, Ouais. justement, prendre possession de la rondelle. Puis ça lui a donné une des meilleures chances de marquer dans ce match-là, justement. Oui, voilà, ça pourrait lui amener d'autres outils que juste être capable de tricoter avec la rondelle puis faire des passes qui, il faut le dire, sont exceptionnelles. Puis les recruteurs ont été contents de voir son travail offensif. Mais il faut aussi l'ajouter, il n'a pas eu à jouer énormément de minutes défensives dans ce Non. tournoi-là. Il était sur le trio de Michael Age et Ouais. vraiment le Canada misait sur eux pour les points, pour l'attaque. Ça fonctionnait bien. Le Ouais. côté défensif, ben, ça sera encore à travailler. Et comme c'est souvent le cas, tu sais, je veux dire, 14 points à ces matchs, il les a fait. Mm. Deuxième pointeur du tournoi derrière Michael Age. Faut aussi prendre en contexte quand est-ce que ces points-là. Il y a eu un Ouais, excellent match pour la médaille de bronze, ou est-ce que dans le contexte du Canada, le tournoi est un peu terminé quand on est tu d'accord. t'évolues pour la médaille de bronze. Et puis, Eric, on peut pas. Tu sais, je comprends que Gavin McKenna aurait pu rester au niveau junior Mm. canadien, aurait sans doute eu une saison de 120, 130, il y en a eu en haut de 150 l'année passée. On peut pas faire abstraction, du moins quand on analyse sa saison au complet en vue du Mm. repêchage, du fait qu'il y a 19 points à 18 matchs dans la NCAA. Pour un joueur euh, qu'on a. Tu sais, on le mettait dans la même catégorie que les Connor Bedard, les Ben McLean oui. Celebrini. Je pense que c'est de moins en moins le cas. Mm. On peut pas faire abstraction que, même si tu évolues contre des joueurs plus vieux, même si tu joues contre des défenseurs de 21, 22, 23 ans, avoir à peine un point Ouais. par match dans la NCAA, quand tu aspires à être le meilleur joueur au monde de ta catégorie d'âge, c'est assez peu. Alors, c'est sûr que c'est pas suffisant, puis c'est pour ça que les doutes sont soulevés. Ouais. C'est pour ça qu'il fallait regarder Ivar Sternberg au tournoi pour être Ouais. capable de comparer les deux. Puis je pense que l'année prochaine, McKenna va être capable de donner une coche de plus parce qu'il a Mhm. réalisé beaucoup de choses cette année. Puis il était capable d'en parler ouvertement, que la pression est venue le chercher, puis qu'il est conscient de ce qui se dit à son sujet. Tu as parlé d'Ivar Stenberg, on va en parler justement. Lui est premier du côté européen. On le connaissait, c'est un gros nom aussi. On avait fait un classement avant le début de la saison, puis il ressortait aussi. Un Suédois. Quand je dis que l'écart se rétrécit, c'est pas, dans le cas de McKenna, c'est pas nécessairement par rapport aux autres patineurs nord-américains, c'est surtout par rapport à Ouais, Ivar Stenberg. 100%, parce que lui, c'est un phénomène sur la glace, parce que Un il, excellent tournoi. déjà que la Suède a été capable de miser sur lui, de faire confiance à un joueur aussi jeune en disant regarde, on le sait à quel point tu es bon, on a besoin de te donner beaucoup de latitude, profites-en, prends les occasions, montre-nous ce que tu peux faire. Et il en a profité à 100%. Il est bon dans les espaces restreints, autant pour manier la rondelle que pour ses premiers coups de patin qui sont très explosifs. Puis moi, il y a plus de chien aussi que je pensais. Là. Il est capable de donner des coups d'épaule, d'en encaisser. Il va très souvent dans les coins. Compétitif. Très compétitif. Parfois, il a manqué un peu de maturité, mais bon, à son âge, Ouais. là, je pense que tout le monde va accepter ça. Mais franchement, il joue déjà un jeu offensif qui va très bien se transposer dans la Ligue nationale. C'est pas juste un gars d'avantage numérique, là, comme on peut le dire avec McKenna. C'est beaucoup là qui va ramasser énormément de points. Et puis, tu sais, quand la Suède a gagné la médaille d'or cette année, puis c'est une bonne nation au hockey,
Mais j'ai l'impression que ces joueurs-là, quand on parle de joueurs qui peuvent sortir deuxième, troisième au total, quand tu arrives pour la Suède ou la Finlande, sont plus, entre guillemets, tout seuls qu'un Gavin McKenna. Tu sais, il y avait Anton Frondel quand même avec la Suède, mais même s'ils ont 17 ans, tu sais, je veux dire, même Gavin McKenna, qui est un late l'année dernière, qui joue en 16 et 17 ans, il n'avait pas un rôle si important avec l'équipe canadienne. Quand c'est le cas avec la Suède, la Finlande, la Tchéquie, c'est des joueurs que même s'ils ont 17, 18 ans, ils ont un rôle sur le premier trio, sur le premier avantage numérique, puis lui, il était capable de répondre avec ce rôle-là. Ben, c'est ça qui était vraiment étonnant parce qu'on pensait que son rôle serait quand même complémentaire en attaque. Mais là, son rôle a été central. 10 points en 6 matchs. Et même plus le tournoi avançait, plus on lui en donnait parce qu'il répondait aux attentes. En fait, il surpassait les attentes. Fait que ça, pour les recruteurs qui regardent les matchs, sont comme « Oh, OK, chaque fois qu'on lui en donne, il en prend encore plus. » Fait que c'est tellement positif pour eux. 24 points en 25 matchs avec Frölunda dans la Ligue élite suédoise. C'est plus toute proportion gardée, puis c'est dur de comparer les ligues, mais en termes de production offensive, c'est plus impressionnant. 24 points en 25 matchs dans un calibre professionnel en Suède que les 19 points à 18 matchs de McKenna dans la NCAA. Parlons des défenseurs maintenant, parce que dans chacune des listes, au deuxième rang, c'est un défenseur. Albert Smits, un défenseur letton dans le classement européen, puis Keaton Verhoff, qu'on a vu avec le Canada au championnat mondial junior, un nom qu'on entend parler depuis quelques temps aussi, qui est au deuxième rang dans la centrale, dans le classement nord-américain. Parle-moi un petit peu des deux défenseurs que tu as vu jouer sur place au Minnesota. Bien, ce qu'il faut dire d'abord pour Verhoff, c'est qu'il a intégré graduellement la formation du Canada. Puis ça, qui employait souvent 8 défenseurs. Oui, c'est ça. Dans la fin du tournoi, ils ont choisi de rester à 8 défenseurs et c'est pas pour rien. C'est parce que la brigade défensive, malheureusement, c'était la faiblesse cette année. Absolument. Les entraîneurs l'ont constaté. Ils ont espéré en début de tournoi que certains défenseurs soient capables d'élever leur jeu, mais ça n'est pas arrivé. Non. Et là, Verhoff, lui, à son premier match, j'ai pas trop aimé sa performance, mais il fallait lui laisser une chance. Il est jeune, il est encore assez brut dans certains aspects de son jeu. Ça s'est amélioré par la suite. Mais moi, je pensais qu'il était rendu un petit peu plus loin. Je trouvais que par moments, il prenait des mauvaises décisions, mais son physique est extraordinaire. Ses capacités offensives sont très bonnes. Son lancer, évidemment, est aussi excellent. Mais je m'attendais à un petit peu plus de lui. Et là, ben moi, je me suis tout de suite tourné du côté d'Albert Smith. Puis là, j'ai regardé la liste qu'on connaît vraiment peu, mais que j'entendais parler. Et là, j'étais comme, OK, mais lui, c'est autre chose, là. Lui, il est déjà plus près, sa portée avec son bâton. C'est fascinant ce qu'il est capable de faire. Défensivement, quand même très fiable. C'était pas parfait, mais très rassurant, je pense, pour des recruteurs. Et moins bien entouré. Là. Moins aussi, bien entouré, c'est ça. Là. Et il a une attitude absolument fascinante. Là, lui, il se fout de tout ce qui se passe autour de lui. Que naïveté ça soit, un peu. Les médias, l'attention, les recruteurs. Il est là pour jouer au hockey. Puis il n'a pas peur contre les meilleurs joueurs canadiens, contre les meilleurs joueurs américains. Il ne s'en laisse pas imposer. Il a gagné beaucoup de points. De là à dire qui va avoir la meilleure carrière, je pense que Verhoff va encore énormément se développer. Fait que c'est pour ça que je tiens à dire, là, le travail des recruteurs, c'est vraiment pas facile de prendre une décision au prochain repêchage. Mais en tout cas, c'est bon parce qu'Albert Smith, au moins à partir de maintenant, on va pouvoir l'avoir sur notre radar un petit peu plus. On revient au classement nord-américain. On va parler des joueurs québécois un peu. On a Xavier Villeneuve, 15e rang du classement nord-américain, un défenseur qu'on connaît bien, un défenseur qui est bourré de talent, un défenseur offensif qui évolue avec l'Armada. C'est un défenseur qui va... J'ai l'impression, soit il ne jouera pas dans la Ligue nationale, soit il va jouer et il va faire des points. 62 en 61 matchs l'an dernier, 36 en 35 cette année. Cependant, 5 pieds 11, 157 livres. Mais c'est un défenseur au talent offensif indéniable. Oui, vraiment. Puis je vois pas de scénario qui se rendrait pas dans la Ligue nationale parce qu'il y a beaucoup de caractère. Là. Il s'en laisse pas imposer. Dans les matchs des meilleurs espoirs, il était capable de se rendre dans les coins contre des joueurs beaucoup plus costauds, même que très souvent, il ressortait avec la rondelle. Tu ne penses pas que son gabarit peut l'handicaper au point de passer à côté? Non, c'est ça. Je penserais pas parce que justement, il était assez intelligent pour bien utiliser son bâton, même contre des gars plus costauds. Il s'est même retrouvé devant le filet adverse. Là, il est capable de faire beaucoup de choses, de revenir à temps. Il a aussi imposé un certain rythme à ses coéquipiers parce que c'était pas si convaincant ce que les espoirs canadiens faisaient. Puis lui, il en donnait plus. Il les incitait vraiment à faire encore mieux. Fait que ça, je suis convaincu que toutes les équipes, les dirigeants ont regardé ça puis ont été rassurés en disant « OK, mais il est vraiment capable d'en prendre, ce jeune-là, même s'il est tout petit. » Puis
s'il continue, là, il mange du hockey. Là, fait qu'il va encore aller chercher une évolution dans son jeu. Fait que je pense que son arsenal va devenir encore plus complet. Je suis un peu je pensais qu'elle allait être classée peut-être un peu plus haut que le 15e rang au classement nord-américain parce que selon quelques observateurs, c'est pas 15e rang au classement nord-américain qui risque de sortir, c'est 15e rang au total. T'sais, on le voit en milieu de première ronde, il y en a même qui le voient un petit peu plus tôt que le milieu de la première ronde. Ça me surprend un petit peu. C'est un bon point. Ce qui m'a surpris peut-être dans l'autre sens, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, c'est Maddox Dageneau, 18e rang. J'ai fait le saut quand j'ai vu qu'il y avait seulement 3 positions de différence entre Xavier Villeneuve, qui à peu près tout le monde pense qu'il va sortir en première ronde, et Maddox Dagenet, que je voyais plus personnellement en 2e ronde. Donc là, 18e rang, ça le mènerait vers la fin de la première ronde, début de 2e ronde. 32 points, 38 matchs. On le sait, c'est un gros talent. Sorti, été repêché au premier rang au total par les Remparts avant de commencer sa carrière junior en 2024. Mois de décembre, difficile. Ça semble être un joueur qui a un petit peu de up and down. Mois de décembre, difficile, 3 points, 8 matchs. Très bon en janvier jusqu'à présent. 7 points en 5 matchs, dont 5 buts. Un peu comme son père, c'est un franc-tireur, c'est un gros gabarit. Ça semble être un joueur un peu mystérieux, par exemple. Je parle sur la glace, là, bien entendu. Qu'est-ce que tu entends de Maddox Dagenet, puis qu'est-ce que tu as vu de lui aussi? Ben, moi, ce que j'avais vu, c'est que ça paraissait que c'était pas un produit fini, là, parce qu'évidemment, son physique, il est vraiment extraordinaire. Son lancer est très bon. Il va aller récupérer des rondelles profondément en zone offensive sans trop de problèmes. Mais moi, je me disais, il manque d'intensité. Tu parlais de haut et de bas, puis je me questionnais par rapport à ça. Fait que j'ai consulté 2 recruteurs, puis ils m'ont vraiment confirmé notre verdict. C'est la même chose qu'ils ont vu. Parce qu'il est à son meilleur, il peut être dominant même à sa 2e saison. Voilà. Puis je pense que les recruteurs de la Ligue nationale ont été influencés par les matchs des meilleurs espoirs parce que quand il mettait la pédale au plancher, il a été très convaincant. Il y a eu quelques présences que tu as fait vraiment « wow ». S'il peut faire ça match après match, ça va être tout un joueur dans la Ligue nationale de hockey. Mais un des 2 recruteurs me disait « Ah oui, mais ça peut aussi devenir, après quelques années, mais pourquoi je l'ai choisi? Il n'a pas pris le jump ou la coche qu'on attendait. Puis d'un autre côté, mais pourquoi on ne l'aurait pas pris plus haut? Parce que finalement, s'il se développe à son plein potentiel, il peut devenir extraordinaire comme joueur. » Puis il y a eu aussi, le 2e recruteur ajoutait qu'il y a eu une évolution dans son intensité cette saison. Quand même une amélioration. Fait que peut-être qu'aussi la centrale a vu ça, qu'ils l'ont fait monter un peu de quelques rangs. Tu disais à quel point le métier de recruteur est difficile. J'ai l'impression qu'il l'est encore plus quand vient le temps d'évaluer des joueurs au niveau junior qui sont purement offensifs. Parce que ça peut... De prévoir l'intensité d'un jeune joueur qui a 17 ans, de prévoir quelle va être son intensité quand il va avoir 24-25 ans, tu sais, c'est la maturité, comme dans la vie en général, ça évolue puis ça peut faire évoluer ton intensité aussi. Tout à fait. Oui, c'est ça. Puis les gars sont pas encore à 100% matures. Exactement. Ça devient vraiment complexe de savoir lequel va être capable, quand ça va se corser sur la patinoire, d'en donner un peu plus, qui fait qu'évidemment, tu te démarques. Surtout pour un joueur offensif. En terminant, on n'a pas le choix. On ne parle plus de la centrale de recrutement. Mais j'ai pas le choix de profiter de ton passage ici pour parler de Michael Age. Moi, j'avais hâte de le voir. Tu sais, dans la NCAA, il évolue avec peut-être la meilleure équipe au pays. En tout cas, une des meilleures. J'avais hâte de le voir dans un autre contexte, où est-ce que les yeux sont plus rivés sur lui. Et puis, je savais qu'il était bon. Je dis qu'il évolue pour une des meilleures équipes au pays, mais c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, sinon le meilleur. Mais honnêtement, avec le Canada, je savais qu'il était bon, mais il m'a étonné. Je trouvais qu'il y avait un rythme. Il y avait un rythme plus élevé qu'à peu près tous les autres joueurs. Avec la rondelle, je trouve que quand il y avait la rondelle, le reste a l'air d'aller au ralenti. Il y a un meilleur sens du jeu que j'avais vu, en tout cas, dans la NCAA. Vraiment, honnêtement, il était le meilleur pointeur du tournoi. Il était bon à chacun des matchs aussi. Il était bon dans les matchs qui comptaient moins, contre des pays où est-ce qu'il est des pays moins forts, mais il était bon contre la Tchéquie. Pour vrai, il a vraiment été impressionnant. Il y a eu un merveilleux tournoi. Premier point, c'est complètement absurde que les dirigeants canadiens ne l'aient pas choisi dans les 3 meilleurs choix. Ça, on pourra en discuter longtemps. On n'a pas besoin du dernier match pour déterminer ça. Non, parce qu'il a été clairement le meilleur joueur du Canada. Puis moi, j'irais jusqu'à dire que si McKenna n'avait pas été réuni avec Michael Age, McKenna n'aurait pas eu un aussi bon tournoi. Parce que ça passait par Michael Age la plupart du temps. Comme tu dis, il a très bien dirigé l'action. Son rythme était excellent, son sens du jeu. Il a pris moins de risques qu'on le voit faire avec Michigan. Fait que ça, je trouvais maturité, que, maturité, intelligence, il comprenait le contexte et tout ça.
Le seul point, c'est comme je disais tantôt par rapport à McKenna, c'est qu'ils n'ont pas joué beaucoup de minutes défensives. Non. Fait qu'il a été moins testé dans ce sens-là. Puis il l'a dit lui-même après le tournoi, il reste un peu de maturité physique à aller chercher. Puis il a encore développé son jeu défensif. Mais c'était superbe de le voir aller. C'était très convaincant. Puis il voulait envoyer un message et il a réussi. Ça, c'est bravo à Michael Leach. Ça va être intéressant maintenant de voir Michael Leach qui termine sa 2e saison universitaire. Et puis, tu sais, s'il évoluait au niveau junior canadien, Michael Leach, à sa saison de 19 ans, ferait le saut chez les professionnels l'année dernière. Il ne jouerait pas dans le junior à 20 ans, c'est assuré. Donc, ça va être intéressant de voir s'il va faire le saut l'année prochaine chez les professionnels ou comme on le voit de plus en plus, comme on l'a vu, exemple, avec Lane Hudson, avec Sean Farrell, ça marchait un peu moins bien. Il pourrait faire le saut chez les professionnels dès cette saison aussi, ça va être intéressant. Tout un dossier. Exact. Merci beaucoup, Derek, d'avoir été avec nous. Merci, Dan. Salut.